Lettre à un poète mort. Nantes, le 8 octobre 2003. Cher Rainer, je t'écris aujourd'hui car je voudrais te parler d'un de tes livres. Je sais bien que tu es mort et enterré, que ton cadavre n'est même plus rongé par les vers, tellement tes restes doivent être réduits à l'état de poussière, à l'état de rien. Bref, cette lettre part vers le vide absolu, ne touchera jamais son but et est donc en un sens inutile. Mais t'écrire cette lettre me permettra en fait de mieux cerner ce que je ressens à l'égard de ce livre et qui est encore un peu flou. T'écrire cette lettre va m'obliger à relire, encore une fois, ton livre, à le lire autrement et à chercher ce qui cloche. Car ce flou, c'est bien quelque chose qui cloche, quelque part. Et puisque de cette lettre j'ai décidé de faire un film, à défaut de te parvenir, elle parviendra à quelques spectateurs. Puisque de toute façon ce n'est plus qu'à travers ces spectateurs, lecteurs, que l'on pourrait considérer que tu es encore un tant soit peu en vie. Maigre tant soit peu. Il est finalement assez logique de m'adresser à ces spectateurs. C'est-à-dire à ceux qui restent de toi chez d'autres. Le livre dont je veux te parler, tu l'auras peut-être déjà deviné, c'est des lettres à un jeune poète. Pas vraiment un livre en fait, enfin un livre d'éditeur, une compilation de lettres adressées à une même personne, un titre accrocheur mais qui n'est pas de toi, un titre efficace du reste, puisque souvent copié. On peut même se demander de quel droit, sous prétexte que tu es connu, on publie ces lettres, qui n'étaient pourtant adressées qu'à une seule personne. J'ai jamais compris d'ailleurs cette habitude, principalement féminine, de faire lire à d'autres une lettre qui nous est personnellement adressée, ou, ce qui revient au même, de lire une lettre qui ne nous est pas adressée. Certes, il n'y a rien d'intime ou de très indiscret dans ces lettres à un jeune poète, puis tu es mort et enterré, je me répète, mais tout de même, d'autres lettres de toi ou d'autres auteurs totalement intimes et personnelles, celles-là ont également été publiées, comme celle de Marina Tsvetaeva. Donc l'excuse n'est de toute façon pas valable. On peut toutefois se demander si écrivant ces lettres tu n'étais pas conscient d'écrire à plus qu'à ton seul destinataire. Difficile de savoir vraiment. En tout cas, ce destinataire a publié tes lettres et on peut aujourd'hui les lire en toute impunité. D'écrire cette lettre ne se fera pas en un jour, même si le spectateur, lui, la lira, l'entendra très probablement en moins d'un jour. Et tout cela va créer des décalages. Décalage de pensée, de raisonnement, et puis il y aura l'image. Et pourquoi des images d'ailleurs? Il y aura l'image à faire parallèlement. Un jour poursuivre la lettre par écrit, un autre jour filmer, un troisième monter, etc. Sans compter que cette lettre, je la relirai, la corrigerai, et y ajouterai des choses. Et ces corrections, je les ferai plus tard, après avoir écrit ce que toi et le spectateur n'avaient pas encore lu, vu ou entendu. Ces corrections et ajouts, je les ferai après être arrivé au bout de mon raisonnement. Alors que toi, tu sais encore moins que moi où je veux en venir au moment où j'écris cela. Je devrais dire au moment où j'écrivais cela, pour me placer dans ton temps à toi. Je modifierai donc la logique chronologique de ma pensée, de mon écriture. De cet imbroglio, de ce mélange des temps, de cette mise en abîme, que restera-t-il d'accessible au spectateur à travers ce fil continu qu'est un film? Mais si j'ai choisi d'en faire un film, c'est sans doute qu'il y a une raison. Peut-être que tout s'imbriquera correctement à la fin du film. Peut-être pas, on verra bien. De toute façon, je ne sais même pas si le lecteur, le spectateur, a lu ton livre. Donc je ne vais pas trop me préoccuper de ça pour le moment. J'écris cette lettre, je fais ce film, chacun en pensera et en prendra ce qu'il voudra. Je t'écris cette lettre donc pour te dire qu'à mon avis, il y a quelque chose qui cloche dans ton livre, dans ton raisonnement, dans ta pensée, ou du moins dans la façon de l'exprimer à travers ces lettres à un jeune poète. Voilà qui est assez prétentieux comme remarque, n'est-ce pas, puisque ton livre est officiellement reconnu et apprécié de la critique comme du public. Mais cela, probablement, tu t'en fous. Je dirais même que, vu ton état, cher Rainer, t'es même plus capable de t'en foutre ou de ne pas t'en foutre. T'es mort, et c'est nous qui sommes en vie. Bon, d'accord, pas pour très longtemps. Mais puisque t'es mort, il n'y a pas de prétention qui tienne, ni de respect à avoir, donc allons-y franco. Rainer, il y a un truc qui cloche dans ton livre. Je me répète beaucoup décidément, mais il paraît que toi aussi tu te répétais dans ces lettres, et qu'en fait la version que l'on lit a été coupée, amputée. Mais il faut pas que je commence par là, il faut un peu de temps avant d'arriver à ce qui cloche. Ton livre, donc, je l'ai lu il y a pas mal d'années déjà. En fait, j'ai mis longtemps à le lire entièrement. Au départ, j'avais juste lu une ou deux lettres, les premières, et ça me semblait l'essentiel du livre. Et puis de toute façon, j'arrivais pas à lire plus. Il fallait d'abord ingurgiter ce que j'avais lu. Non pas que ton livre soit difficile à lire, non pas non plus que ton livre me plaisait pas, non, bien au contraire, parce qu'il me plaisait trop.
ou parce qu'il touchait quelque chose d'important en moi que je ne pouvais bâcler simplement en finissant ton livre. Et si je reprenais la lecture de ton livre, il me tombait des mains. Il y a quelques autres livres comme ça dont j'ai toujours pas réussi à dépasser les 20 premières pages. Et puis un jour, ton livre, il y a quelques années, je l'ai lu entièrement. Je sais plus pourquoi, je sais plus ce qui a déclenché cela. Mais ça n'a pas tout réglé encore. Cette lettre finira de régler les choses. Je pense. Entre-temps, avant et après cette lecture intégrale, je l'ai parcouru pas mal de fois. Récemment, l'année dernière, il me semble, je l'ai relu à nouveau intégralement. C'est un texte de Blanchot, je crois, qui m'y a incité. Il parlait de ces lettres avec un certain recul et ça m'a laissé entrevoir que quelque chose clochait. Comme pas mal d'autres gens, je suis donc un peu familier de ce livre. D'où ce tutoiement, peut-être. Enfin, on s'en fout. Comme pas mal d'autres gens, sans doute, j'ai lu ton livre pour la première fois, il m'a beaucoup plu, et j'ai voulu lire ta poésie. J'ai acheté Verger, dans la même collection, et j'ai franchement été déçu. Ah, pas terrible, ta poésie. Enfin, ça n'enlève rien à la valeur de tes lettres, mais c'est assez troublant quand même. Pas mal d'années après, j'ai lu certains de tes poèmes, d'autres poèmes, et certains m'ont plu. Les élégies notamment. Mais il m'a fallu pas mal de travail de relecture pour arriver à entrer dans cette écriture. Enfin, sans pour autant que ce boulot effectué débouche sur un plaisir ou une satisfaction intellectuelle plus forte qu'avec un livre plus facile. Elles sont pas mal ces élégies, mais quand même, c'est pas fastoche à lire. Je trouve que ta plume a pas mal vieilli, que tes poèmes sont durs à lire et qu'en outre ils sont un peu trop empreints d'un certain romantisme allemand, d'une emphase trop grande, d'une religiosité, dans les mots ou dans ton éducation plus que dans tes convictions. Une religiosité parfois résurgente et déplacée. Bien sûr, on peut dire cela de pas mal d'auteurs, et on ne peut pas exiger d'un poète du siècle dernier qu'il écrive comme un poète d'aujourd'hui. Mais tout de même, ta poésie, elle m'intéresse pas tellement, je préfère tes lettres. Ouais, je vois bien pas mal d'autres gens, sans doute. Quand j'ai lu ton livre, j'ai voulu lire les livres de Jacobson, et notamment Nils Linn, dont tu fais une critique dithyrambique. Et là encore, grosse déception, c'est pas terrible non plus. C'est un peu le contraire de ta poésie, très romancée, très diluée, très facile à lire, mais finalement assez pauvre. Évidemment, je peux comprendre partiellement ce qui a pu te plaire dans ses œuvres, mais cela me semble plus de l'anecdotique, ou disons quelque chose d'extérieur au style et à la qualité intrinsèque de l'œuvre. Comme quand dans un film ultra-narratif on retrouve une situation, une idée, une ambiance que l'on a vécue, que l'on aurait voulu vivre, ou simplement qui nous correspond parfaitement, mais que cette situation, cette idée, cette ambiance, si on y réfléchit vraiment, doit prendre à tout casser 3 minutes dans le film. Ou bien être présent tout le temps, mais constituer une frange finalement assez annexe au film. Est-ce que un bon plan, une bonne séquence, une bonne phrase, une bonne idée, une bonne construction, une bonne fin, enfin, est-ce que tout ça suffit à faire d'un film un bon film dans son ensemble? Est-ce qu'un détail réussi dans un coin ou une teinte générale suffit à faire un beau tableau si le reste est trivial et insipide? Bon, évidemment, pour Jacobson non plus, le temps ne joue pas en sa faveur, ses œuvres ont pas mal vieilli également. Et c'est peut-être d'ailleurs partiellement à cause de ces citations des livres de Jacobson que j'ai mis du temps avant de finir ton livre. Mais t'en dis tellement de bien qu'il me semblait devoir lire ces livres avant de continuer à lire tes lettres, pour pouvoir comprendre en quelque sorte, pour pouvoir te comprendre. Bon, mais évidemment c'est pas là-dessus que je veux trop m'attarder. Ta poésie et les livres de Jacobson sont finalement extérieurs aux lettres dont il est question. Et même s'ils ne sont pas très bons, ce qui de toute façon n'est qu'un avis très personnel, ça suffit pas à remettre en cause le contenu intellectuel ou littéraire de tes lettres, et il me faut maintenant entrer plus à fond dans le contenu de tes lettres. D'abord quelques thèmes qui te sont chers et que tu développes ou abordes au gré de tes lettres, comme au gré d'autres de tes écrits. La solitude, le silence, l'intériorité, la nécessité intérieure. Tout cela, je le connais. C'est ce que j'apprécie dans ton livre, qui m'a plu quand je l'ai découvert et qui me plaît toujours. La solitude essentielle de l'être humain, qui loin d'être un défaut est d'abord une évidence, et peut devenir un élément constructeur décisif. Le réconfort apporté par le silence, l'importance de l'intériorité, le fait d'agir par nécessité intérieure et non en fonction d'une quelconque raison ou morale extérieure à soi-même. Le fait de se connaître soi-même, de rechercher et d'aller dans le sens de sa propre nature, etc. Tout ça, je le connais, on peut y adhérer ou non, mais c'est le principal contenu intellectuel de ton livre, avec quelques autres thèmes particuliers, traités ici ou là de manière plus ponctuelle. L'ensemble est une forme de proposition, de vision un peu globale de l'homme et de la vie. C'est sans doute ce qui a fait le succès de ce livre à travers les âges, notamment auprès d'un public jeune ou étudiant, nécessairement en phase de recherche et de construction personnelle.
Le 3 novembre 2003. Je reprends la plume aujourd'hui. Je voudrais arriver donc au principal paradoxe que je vois dans tes lettres. Pour cela, je te cite. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'existe qu'un seul moyen. Plongez-vous en vous-même, recherchez la raison qui vous enjoint d'écrire. Examinez si cette raison étend ses racines jusqu'aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur. Répondez franchement à la question de savoir si vous seriez condamné à mourir au cas où il vous serait refusé d'écrire. Avant toute chose, demandez-vous, à l'heure la plus tranquille de votre nuit, est-il nécessaire que j'écrive? Creusez en vous-même en quête d'une réponse profonde. Et si elle devait être positive, si vous étiez fondé à répondre à cette question grave par un puissant et simple « je ne peux pas faire autrement », construisez alors votre existence en fonction de cette nécessité. Jusque dans ces moindres instants les plus insignifiants, votre vie doit être le signe et le témoin de cette impulsion. Ce passage est beau, il est empreint d'une intensité créative. Il pose les choses clairement, à savoir qu'il nous faut raisonner par ordre de nécessité, et aucune autre raison extérieure n'est véritablement valable. C'est en soi-même une philosophie de vie, une réponse à une certaine absurdité ou aberration quotidienne de la vie, telle que la société, la famille, la morale nous incitent à la vivre. Mais voilà, ce passage, tu l'écris à ton interlocuteur qui te demande s'il doit consacrer sa vie à l'écriture. Et le lecteur contemporain de ces lettres sait que cet interlocuteur ne suivra finalement pas ce qu'il envisageait de penser comme une vocation, et qu'il laissera tomber l'écriture assez rapidement. On ne peut alors non plus s'empêcher de penser à tous ces gens, et notamment tous ces jeunes gens, qui vivent dans l'espoir d'une activité créative. Écrire, chanter, faire des films, et qui ne font rien. Notre société étant basée sur l'espoir et non sur le faire. Mais j'y reviendrai sans doute. Ou à tous ces gens qui rêvaient d'avoir une telle activité et se sont finalement résignés à une vie morne et banale, scandés par leur quotidien dérisoire, et vivant leur désir, le plus souvent par évasion, substitution ou procuration. Alors Rainer, la question que je me pose, c'est comment n'as-tu pas pensé que si l'acte d'écrire est une impulsion aussi forte que celle dont tu parles, si vous seriez condamné à mourir au cas où il vous serait refusé d'écrire, la question de savoir si l'on doit y consacrer sa vie ne se pose même pas. Et qu'à la limite, le seul fait que la question se pose, comme pour ton interlocuteur épistolaire, ou comme pour tes jeunes lecteurs contemporains, si la question se pose donc, c'est nécessairement que la réponse est non. Et que l'on est donc bien dans le cas des personnes qui sont dans l'espoir d'écriture, dans l'espoir de création, dans l'espoir de cette intensité créatrice dont tu parles, dans l'espoir d'une vie moins dénuée d'intérêt, et encore et toujours dans l'espoir de quelque chose. Et l'on en revient à cet excès de romantisme dont j'ai déjà parlé. Tu parles de ceux qui seraient condamnés à mourir au cas où il leur serait refusé d'écrire. Cela ne se pose même pas la question, ils écrivent. Mais les autres? Y a-t-il donc qu'une seule façon d'écrire, de créer? Y a-t-il de création que dans un extrême absolu de l'écriture, que dans une abnégation, une dévotion sans limite? Dans cette dualité extrême, tes lecteurs finalement n'ont plus qu'à se convaincre qu'ils n'ont pas la fougue, qu'ils n'ont pas la vocation, qu'ils n'ont pas cette passion dévorante et certes attrayante que tu décris. Et comment ne vois-tu pas, cher Rainer, que ta lettre est en fait en contradiction avec ce qu'elle défend, qu'elle vend finalement de l'espoir, puis de la désillusion, et qu'elle ne peut au final qu'apporter un peu de réconfort, ce qui, je te l'accorde, est déjà pas mal, mais un réconfort faussé, pendant un instant donné, qui est par exemple celui de la jeunesse. Finalement, par et malgré l'interlocuteur de ces lettres qui les a publiées, elles sont en elles-mêmes un processus de renoncement à ce qu'elles défendent, par le parcours même de cet interlocuteur, et malgré son introduction. Puisque, lisant à notre tour les lettres qui lui étaient adressées, on se retrouve de fait, qu'on le veuille ou non, dans sa situation. Ou alors il faut se rendre compte du paradoxe. Du reste, faire part de ce paradoxe, le dire à quelqu'un via un livre, une lettre ou un film, reviendrait au même. Et est en soi-même une entreprise vouée à l'échec, puisque le seul moyen est que le lecteur se rende compte de lui-même. Car la question finalement ne se pose pas, et n'a pas à être intellectualisée. Écrire ou faire des films est quelque chose de facile, il suffit de le faire. Si l'on commence à se demander si l'on peut ou doit le faire,
comment ou pour qui il faut le faire, et par quelle étape on doit passer pour y arriver, c'est déjà foutu d'avance. C'est l'espoir inhibiteur qui prend le dessus et gangrène toute volonté, tout désir, toute pulsion créatrice. Et je voudrais aussitôt, avant de poursuivre, ouvrir une parenthèse. Je suis conscient d'être moi-même dans un paradoxe, puisque quand le spectateur lira cette lettre, maintenant que le spectateur est en train de voir ce film, c'est toujours ce problème de temps. Je dois me placer dans le futur si je veux comprendre ce qui est ton présent, ce que ce film ou cette lettre est pour toi, et c'est sûrement d'ailleurs dans ce rapport. Cinéaste, spectateur, passé, présent, que Chris Marker, qui a beaucoup travaillé la voix off, a eu l'idée de son film La Jetée. Enfin là, je m'écarte. Donc, maintenant que le spectateur est en train de voir ce film, ce spectateur devrait peut-être quitter la salle pour mieux comprendre le film. Et moi-même, parfois, regardant un film ou lisant un livre, je suis obligé de m'arrêter pour intégrer et digérer une idée, un concept, une pulsion ou une impression. Car si je me laisse aller au flot, ce qui est le cas avec les films, puisqu'un film ne nous tombe pas des mains comme un livre, ce flot m'entraîne au-delà de ce que j'avais commencé à percevoir derrière les images et les sons. Car ce quelque chose est ténu. Et peut-être même n'est pas dans le film, mais en moi-même. Ce flot m'entraîne finalement au dehors de moi-même. Et lorsque le film est terminé, comme au sortir d'un rêve, il est difficile, très difficile de retrouver ce quelque chose. Peut-être que ce film, donc, devrait s'arrêter ici. Pour éviter cela, car je veux continuer, je propose de me taire un instant et de laisser passer un peu de blanc. Je sais pas si je peux reprendre. C'est plus une lettre là, c'est du jeu de comédien. Bon, mais de toute façon, ce blanc est un peu factice. Car pour chacun, il serait nécessairement utile à des moments différents. Mais disons alors que ce blanc est une pirouette pour continuer le film, et qui permet à ceux qui veulent quitter la salle de partir, mais que je vous incite à rester pour continuer ce film ensemble. Même si l'autre voix, la voix haute, celle du passé, ne peut pas comprendre le présent que nous vivons actuellement, il peut tout juste l'imaginer. Et dans cette imagination, il voit un paradoxe. Peut-être n'y en a-t-il pas finalement. Ou pas nécessairement, pas à chaque fois, pas pour chacun. Je vais laisser passer un peu de blanc au cas où, et puis on repart. Cette lumière, c'est du temps. La pellicule défile toujours à la même vitesse et le temps passe, ralentit, s'allonge ou s'accélère, c'est selon. Bon, il y a la poussière aussi, c'est difficile de faire sans. Bon, enfin, c'est pas très grave la poussière. Et toi, Rainer, t'en penses quoi de la lumière et de la poussière, hein? Je reviens donc à cette phrase que j'ai citée tout à l'heure et qui est tout de même une des phrases clés du livre. Et pourquoi pas, allez, je vous la relis. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'existe qu'un seul moyen, plongez-vous en vous-même, recherchez la raison qui vous enjoint d'écrire, examinez si cette raison étend ses racines jusqu'aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur, répondez franchement à la question de savoir si vous seriez condamné à mourir au cas où il vous serait refusé d'écrire. Avant toute chose, demandez-vous à l'heure la plus tranquille de votre nuit, est-il nécessaire que j'écrive? Creusez en vous-même, en quête d'une réponse profonde. Et si elle devait être positive, si vous étiez fondé à répondre à cette question grave par un puissant et simple « je ne peux pas faire autrement », construisez alors votre existence en fonction de cette nécessité. Jusque dans ses moindres instants les plus insignifiants, votre vie doit être le signe et le témoin de cette impulsion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en la relisant maintenant, ça me saute aux yeux, enfin aux oreilles, cette incohérence. Et ce « je ne peux pas faire autrement », qui revient à « j'écris par nécessité », sonne tout à coup un peu faux, s'il a fallu réfléchir intellectuellement pour en arriver à cette conclusion.
puis il y a autre chose encore, mon cher Rainer. Tu dis, personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Ah, et vraiment, je suis d'accord avec toi, mais excuse-moi, ce que tu fais là, qu'est-ce donc sinon conseiller ton interlocuteur? Et en fait, tout au long de ces lettres, tu ne fais que ça, le conseiller, lui prodiguer tes bons et loyaux conseils, tout en affirmant sans cesse que personne ne doit ou ne peut le conseiller. Je te donnerai pas les autres exemples, ça présenterait bien peu d'intérêt, et un décortiquage complet de tes lettres ne m'intéresse en aucune façon. J'essaie juste de comprendre moi-même ce qui, malgré ma forte attirance pour ce livre, me gêne dans tes lettres à ce jeune poète. Chacun pourra sans mal, s'il en éprouve l'envie ou le besoin, retrouver ces passages. Évidemment, on pourra dire que c'est une figure de style, que c'est un paradoxe littéraire ou initiatique, mais tout de même, non, j'y crois pas. Il me semble que tu t'es un peu laissé aller à ta fougue naturelle. Je me demande même si l'attirance que l'on peut éprouver pour ce livre n'est pas quelque chose de l'ordre d'une trouble attirance pour une pseudo-perfection, dont la recherche a laissé des traces dans l'histoire allemande. Mais en effet, dans le romantisme allemand, tout à la fois une énergie, une passion, une fougue qui attire, et en même temps un extrême qui fait peur, ou qui peut vite dégénérer en un absolutisme jusqu'au boutiste, tout étant en définitive un problème de frontières. La passion romantique, cette force intérieure, est et doit rester quelque chose d'intérieur, et ne peut en aucun cas être applicable directement à d'autres, à des groupes, à des sociétés. Enfin, mais je m'égare un peu sans doute. Puis peut-être que j'exagère. Il y a quand même de très bonnes choses dans ces lettres, au-delà de ce qui me semble être une contradiction cachée. Mais ayant déjà parlé brièvement de ces choses au tout début, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais il me semble en tout cas que j'y vois un peu plus clair dans mon esprit. En quoi cela peut être utile aux lecteurs, aux spectateurs, j'en ai aucune idée. Est-il encore nécessaire d'en faire un film ou non? Je sais pas. Si vous êtes dans cette salle à voir ce film, c'est que pour des raisons obscures, comme la salle, j'ai jugé que oui. Mais je peux évidemment me tromper. Il me semble en tout cas que j'ai bouclé quelque chose. Et si ce film n'a pas d'intérêt par rapport à ces lettres, peut-être en aura-t-il par rapport à cette boucle. Je me rends compte maintenant que si je me suis arrêté dans ma lecture, comme je l'expliquais au début, ce n'est peut-être pas tant parce que le livre me plaisait trop ou que je devais l'assimiler, mais peut-être à cause de cette contradiction sous-jacente que je n'arrivais pas à discerner précisément. J'avais prévu d'aborder d'autres détails dans cette lettre. Finalement, je me rends compte qu'ils sont un peu secondaires, ou plus exactement qu'ils sont déjà contenus en filigrane dans ce que je viens d'écrire, et qu'il n'est donc pas nécessaire de les développer. De même, ne cherchant pas à convaincre ni à étayer mon propos, les quelques extraits auxquels j'avais pensé me semblent maintenant superflus. Voilà, cher Rainer, ce que je voulais t'écrire. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps et te dis un de ces jours au gré de mes lectures.